La plupart de ces jeunes étaient effectivement en milieu valide. Le milieu valide devient trop compliqué et arriver dans cet établissement à l'inclusion inversée où ils n'ont plus d'AVS et donc ils sont vraiment là pour être autonomes avec leurs propres limites parce qu'effectivement ils ont des handicaps, donc ils ont forcément des limites, mais on va s'adapter à ces limites et ils vont devenir autonomes. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé et prenez soin de votre santé. Mon invité ce matin s'appelle Armelle Brière-Savard. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est Armelle, quand c'est rouge, ça veut dire qu'on est parti. Vous êtes médecin dans un établissement scolaire, on appelle ça un NEREA, Toulouse-Lautrec. C'est pour jeunes en situation de handicap moteur. Et un NEREA, c'est un établissement régional d'enseignement adapté. C'est bien ça ? Tout à fait. Vous faites partie des 5 médecins en charge de 250 élèves en situation de handicap. Un mot qui fait peur, et pourtant le handicap, ça concerne énormément de personnes en France quand on y pense. Oui, 12 millions de Français sont en situation de handicap. Donc effectivement, la palette des handicaps est très variée, mais il y a quand même 12 millions de personnes qui ont donc cette malheureuse étiquette d'handicap. 80% des handicaps sont acquis au cours de la vie, donc ça peut effectivement concerner tout le monde. Et ça peut être un accident. Une maladie, suite à une maladie, suite à une intervention chirurgicale. Tout à fait, on peut effectivement être en situation de handicap. Et il y a aussi 8 millions d'aidants. Donc vous voyez, si on calcule, donc ça fait au moins 20 millions de Français qui sont concernés de près par le handicap. Voilà, donc je sais que c'est un mot qui fait peur, que les gens n'aiment pas entendre, mais pourtant le handicap, ça vous concerne, en tout cas de près ou de loin. Pourquoi vous n'êtes pas devenu médecin sans frontières à cheval ? C'était un rêve de jeunesse. Et alors donc vos rêves de jeunesse, vous êtes passé... Oui, c'est passé. J'ai fait mes études en région parisienne et j'ai été amenée à faire des stages à l'hôpital de Garches, qui est quand même spécialisé dans le handicap. Et c'est peut-être... Voilà. J'ai cru que c'était dans les Grands Brûlés, moi, l'hôpital de Garches. Non, c'est les handicaps. Les Grands Brûlés, c'est plutôt Percy, à Clamart, par exemple. Garches est spécialisé dans le handicap. D'accord. Et voilà. Donc vous avez préféré être médecin spécialisé dans le monde du handicap. Alors ça s'est fait un peu dans les hasards de la vie, mais effectivement, je le dis dans le livre. Vous racontez comment un soir de garde, vous êtes tombé sur une petite annonce illustrée. Voilà, effectivement, il y avait une annonce et je me suis dit pourquoi pas moi. C'est comme ça. Et finalement, la médecine du handicap, c'est une médecine un petit peu au-delà des frontières aussi. C'est pas une médecine qu'on apprend à la fac. Donc on peut peut-être y voir un rapprochement. Voilà. Qu'est-ce qu'elle disait l'annonce ? Elle recherchait donc un médecin pour s'occuper de jeunes en situation de handicap moteur dans un établissement médicalisé unique en France puisqu'il accueille aussi des valides. Donc en fait on fait de l'inclusion inversée. Sur les 400 jeunes, il y a 250 qui sont en situation de handicap moteur et 150 valides. Et ça, il faut expliquer aux gens. Donc, c'est-à-dire que comment les 150 valides sont-ils choisis et comment ils atterrissent dans cet établissement ? Alors, ce sont des jeunes du quartier donc il y a une proximité déjà évidente géographique. Et puis, ce sont des jeunes qui savent qu'ils vont bénéficier de classes à petit effectif et qui ont forcément un goût d'ouverture à l'autre, qui savent qu'ils vont devoir aider quand même les jeunes de leur âge qui sont en situation de handicap. Donc c'est ça, on leur demande, on leur dit. Voilà, oui, vous avez une mission. Effectivement, ils viennent l'année qui précède, au mois de juin, qui précède l'entrée en septembre. Ils viennent faire une espèce de mini-stage pour voir si ça leur correspond vraiment. Ouais. Parce que certains jeunes sont très très lourdement handicapés. Il y en a qui sont branchés sur des machines pour respirer toute la journée. Donc il faut quand même se dire qu'on est capable toute la journée d'être avec ces jeunes-là. D'accord, il y en a qui ne tiennent pas le coup finalement après cette semaine de stage. Oui, c'est le but. C'est le but de vraiment voir quelles sont ses limites. C'est une des aussi, parce que vous publiez un livre, et l'intérêt de votre livre, c'est un petit peu d'aller derrière, de voir ce qui se passe derrière les murs. Vous publiez Le handicap au fond du cartable aux éditions du Cerf. C'est une expression, finalement, c'est quand on a l'impression d'être davantage élèves qu'handicapés. C'est ce qu'ils le disent une fois qu'ils ont quitté le milieu valide, parce que la plupart de ces jeunes étaient effectivement en milieu valide. Le milieu valide devient trop compliqué et arriver dans cet établissement à l'inclusion inversée où ils n'ont plus d'AVS, parce que c'est ça aussi la politique de cette école, c'est qu'il n'y a plus d'AVS ou ces assistants de vie scolaire qu'on appelle maintenant AESH, et donc ils sont vraiment là pour être autonomes avec leurs propres limites, parce qu'effectivement ils ont des handicaps, donc ils ont forcément des limites, mais on va s'adapter à ces limites et ils vont devenir autonomes. Donc il n'y a plus de ces AVS. Il n'y a plus d'AVS, effectivement, on leur parle d'autonomie et ça peut être vertigineux quand on les accueille en
consultation d'admission, quand on explique le fonctionnement de l'école, ça peut être tout à fait inadapté. Certains jeunes m'ont dit, ou certains parents m'ont dit, mais comment voulez-vous que mon fils soit autonome ? C'est pas possible, regardez, il bouge rien. Alors on va leur expliquer que l'autonomie, finalement, si on réfléchit à l'étymologie du mot handicap, du mot autonomie. On reviendra d'ailleurs aussi sur l'étymologie du mot handicap. L'origine du mot handicap. Donc d'abord celui du mot autonomie, c'est autos, ça vient du grec autos, qui veut dire ce qui vient de soi, et nomos, auto et nomos, et donc nomos, ça va être la loi. Donc finalement, l'autonomie, c'est arriver à dire soi-même quelle règle, quelle loi est bon pour soi, avec évidemment les outils dont on a besoin. Donc là, ça prend vraiment tout son sens et sa réalité qu'on peut expliquer. Et il n'y a plus du coup ce côté inadapté de dire aux jeunes et sa famille, ici tu vas apprendre l'autonomie. Et j'aime bien aussi, pour illustrer l'autonomie, reprendre la phrase du philosophe et neuropédiatre Alain de Broca qui dit que l'autonomie finalement c'est davantage le pouvoir être que pouvoir faire. Donc ça, c'est comment parler d'autonomie et dans quel sens on entend l'autonomie face à des jeunes qui sont parfois lourdement handicapés moteurs. Effectivement, handicapés moteurs, et pour les parents et les jeunes, c'est un rêve de devenir autonome. Tout parent souhaite évidemment que son enfant soit autonome. Donc quand on lui dit que là, ça va être possible, en tout cas qu'on va t'apprendre tous les outils pour l'être, pour eux c'est quand même formidable. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'origine du mot handicap. Tout le monde la connaît pas, cette origine du mot handicap. Non, alors quand on écoute le mot handicap, on se rend compte assez vite que ça vient de l'anglais. Hand in a cap. Voilà les 3 mots. Donc la main dans le chapeau. Et en fait, l'origine vient d'un jeu qui était dans les tavernes britanniques au XVIIe siècle. Un jeu de troc. Et il y avait un arbitre qui regardait ce jeu. Et lorsque le troc n'était pas équitable, on mettait une compensation dans un chapeau. Donc on égalisait les chances. Et celui donc, qui avait la marchandise qui avait la moins de valeur prenait la compensation dans le chapeau. Donc vous voyez, on devenait... il y avait une égalisation des chances. Après, c'est passé dans le sport, le handicap dans l'équitation, dans le golf, dans la voile. On va charger le plus fort, puisque à cheval, il va devoir faire un tour de plus. Ou alors on lui met un poids dessus, c'est plutôt en voile on fait un tour de plus, en golf aussi le parcours est plus long, donc on va le lester. Voilà, on le leste, donc finalement on a chargé le plus fort, comme si le handicap était pour le plus fort. Ça c'est pas toujours reconnu. Par contre dans le langage courant, le mot handicap n'est arrivé qu'au XXe siècle. On parlait avant de débilité physique, débilité mentale. Malheureusement c'est le mot débilité mentale qui est plus resté dans nos esprits, mais alors que c'était aussi de débilité physique. Et débilité, ça vient en fait du latin et l'espagnol debilitas, qui veut dire faiblesse, vulnérabilité, manque de force. Voilà, parfois l'étymologie c'est utile quand même. Voilà, tout à fait, c'est ce que je raconte dans mon livre. Parce que quand on utilise des mots, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Voilà, je ne dis pas que tous les enfants doivent faire du latin, mais ça peut être utile. Mais de savoir d'où viennent les mots. D'ailleurs, vous dites que quand on utilise le mot handicap, eh bien, il est judicieux d'ajouter la préposition pour. On est handicapé pour une situation. On n'est pas handicapé dans tout son être. Voilà, c'est face à une situation qu'on est handicapé. Vous vouliez pas mettre le mot handicap dans votre livre. Pourquoi ? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un mot qui est connoté ou c'est un mot qui fait peur aux gens ? Oui, c'est un mot qui fait peur. Personne n'a envie de vivre cette situation. Donc effectivement, c'est un mot qu'on n'a pas envie de le voir. Donc l'éditeur a souhaité que ça soit sur le titre, qu'il soit dans le titre. Au moins, je ne cache rien. Là, au moins, on sait, quand on achète ce livre, on sait ce qu'il y a dedans. Mais c'est vrai que ça fait peur. À quel genre votre livre appartient-il ? Alors, c'est un témoignage souvent de docu-fiction. Vous expliquez ? Oui, j'explique. C'est-à-dire que c'est un témoignage, certes, tout ce que je raconte dedans est vrai. Par contre, les personnages que j'ai construits, ce sont tous des puzzles, des patchwork, inspirés de toutes les histoires de mes patients. Donc, tout est absolument exact dans ce livre, mais sans tout à fait être la réalité, puisque je dois respecter le secret médical qui me lie à chacun de mes patients. C'est ce que j'ai dit dans le serment d'Hippocrate, ce qui est dit dans le serment d'Hippocrate. Et lorsque j'ai prononcé ma thèse, je me suis engagée effectivement à respecter le secret qui me lie à chacun d'entre eux. Donc c'est pour ça que j'ai créé donc, des personnages fictifs
inspiré de toutes les histoires de mes patients et leurs familles, et que je les fais évoluer dans mon livre, un petit peu comme si c'était une pièce de théâtre et qui rentrait et sortait de ma salle de consultation. Et on les suit aussi dans l'école. D'accord. Et tout ça, et toutes ces histoires, toutes ces péripéties sont du coup le terreau propice à une réflexion sur la différence, la vulnérabilité, l'inclusion, le médecin qui soigne sans pouvoir guérir. Voilà, tout un sujet du coup de réflexion. Ça, c'est votre quotidien. Mais enfin, une assistante sociale qui s'appelle Madame Lachaise, c'est quand même un sacré aptonyme. Ça serait amusant qu'elle soit interviewée aussi. Ça s'appelle Madame Lachaise en vrai ? Non, j'ai respecté Non, c'est pour ça aussi que son année de lumière. non, c'était le choix du nom qui me plaisait. Quand on est assistante sociale, on peut s'asseoir. Enfin bon, bref, Madame Lachaise, je me dis tiens. Qu'est-ce que, quand vous avez répondu à l'annonce qui justement recrutait, qu'est-ce que vous avez envoyé comme lettre de motivation parce que le monde du handicap, c'était un monde que vous connaissiez mal finalement. Je ne le connaissais pas, à peine par un ou deux stages que j'avais fait en tant qu'étudiante à l'hôpital de Garches. Mais je me suis dit pourquoi pas. Probablement qu'au fond de moi, j'avais un défi à relever. C'est ce que je dis dans mon livre. J'ai mon grand-père paternel qui s'est beaucoup occupé de jeunes en situation de handicap. Et j'avais été touchée qu'un IME prenne, donc un institut pour enfants en situation de handicap, soit baptisé à son nom. De son vivant, donc c'est qu'il avait vraiment œuvré beaucoup pour eux. Et j'ai été à cette inauguration, et probablement, depuis mon grand-père est mort, mais probablement que j'avais quelque chose, voilà, mon grand-père qui devait me pousser, un peu comme un ange gardien, qui me disait allez vas-y, tente. Parce qu'il n'y a pas de formation, vous dites que finalement ce qui vous intéressait, c'est parce que sur l'annonce il y avait écrit rythme scolaire, et vous êtes dit bon c'est terminé les gardes de nuit à l'hôpital, je vais avoir un emploi du temps avec 2 mois de vacances. Oui, j'ai eu l'honnêteté de le dire dans le livre, effectivement j'étais de garde avec un rythme qui n'était pas facile avec une vie de famille, j'avais 2 petits-enfants et je me suis dit tiens, rythme scolaire finalement c'est pas mal, c'est comme le lot de beaucoup de femmes en France, comment on fait toutes les 6 semaines pour faire garder nos enfants. Et j'ai tenté ma chance et j'y suis allée. Et je me suis dit aller avec un peu d'audace et puis en ayant évidemment la volonté de me former, j'y suis allée. Qu'est-ce qu'on apprend sur le terrain qu'on n'apprendra jamais à l'école et à la fac de médecine ? Alors, le handicap, effectivement, il n'y a pas de matière, il y a de la neurologie. Il y a une spécialité Non, il y a la médecine de rééducation, mais c'est quand même pas une des spécialités les plus nobles. On aborde le handicap par la neurologie, en fait, en médecine. Donc, qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris beaucoup dans la relation avec les autres, et j'ai appris surtout comment transformer la question pourquoi la souffrance en comment la souffrance, parce que la question pourquoi la souffrance, elle n'a pas de sens. La souffrance, elle est intolérable. Et ça vous dit qu'on s'y habitue jamais. Voilà, et c'est pas possible. Mais comme le handicap, on peut pas s'y résoudre en fait. Voilà. Et ça serait mentir que de dire l'inverse. Et personne dit jamais ça en fait. Parce qu'on est dans un angélisme, vous croyez pas ? C'est difficile de pas tomber dans le misérabilisme ni dans l'angélisme. Voilà. Et moi, j'ai essayé de rester dans la réalité du handicap, et la souffrance, c'est pas possible. Mais par contre, pourquoi la souffrance n'est pas possible ? Cette question-là, mais c'est surtout arriver... Comment la souffrance ? Et là, ça a vraiment du sens. Et donc, comment entrer en relation avec ceux qui souffrent, c'est sans les narguer, parce que c'est pas du tout ça ce qui serait intéressant, mais c'est leur montrer qu'on peut quand même faire des choses. L'homme est le seul être vivant qui soit capable de danser quand la tempête gronde. Alors mes jeunes, là, c'est difficile pour eux de danser. Ils ont entre quel âge et quel âge ? Ils sont du CP au BTS. Donc vous voyez, il y a des âges... 6-22. Voilà, 6-22. Ouais. Je vous assure qu'ils ne dansent pas tous les jours, ou alors ils dansent de façon très déséquilibrée. Mais en tout cas, ils sont capables de plein d'autres activités. Donc voilà, il y a un élan de vie qui est terriblement contagieux. Et c'est ça que j'en ai retenu grâce à eux et à leur famille. Ouais, mais qu'est-ce que vous avez appris d'autre que vous n'auriez pas pu apprendre à la fac, sur les bancs de la fac finalement, sur votre pratique ? La médecine n'est pas toute puissante, et ça j'en suis bien consciente. Je fais tout pour accompagner mes patients, mais il y a des moments où la médecine a ses limites. Voilà. Et l'importance de la relation. Mais c'est ça que vous expliquez dans votre livre, c'est que finalement il n'y a pas de miracle. Non, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle dans la médecine au quotidien. Mais on peut faire quand même beaucoup. Voilà. Une médecine de proximité qui est très importante. Et mon invité ce matin est Armelle Brière-Savard. Vous êtes médecin et vous exercez dans un établissement où la différence est la norme, comme vous le dites.
vous publiez le handicap au fond du cartable. Vous êtes dans un établissement qui est quand même caché aux yeux du monde. Pourquoi est-ce que le milieu du handicap, c'est quelque chose qu'il ne faut pas voir ? Je pense que c'est quelque chose qui fait peur, qui renvoie à nos difficultés, nos fragilités. Donc effectivement, le cacher, c'est une solution de facilité, mais ça concerne quand même beaucoup de monde, 12 millions de personnes en France, on le disait au début de l'émission, 8 millions d'aidants. Donc il est quand même très présent au milieu de nous. Vous dites que l'établissement dans lequel vous exercez, il est dissimulé quand même. Oui, il est dissimulé derrière une très belle haie de conifères. Voilà. À côté d'une banlieue très chic, d'un quartier résidentiel. Résidentiel, mais voilà. Voilà, c'est comme ça. C'est une réalité, mais je crois que c'est partout pareil. Dissimulé, coupé du monde. Est-ce que c'est un ghetto ? Parce que vous vous êtes posé cette question quand même. Effectivement, on parle beaucoup d'inclusion en milieu valide. Il y a d'ailleurs la fameuse loi de 2005 qui dit que tout jeune doit être scolarisé, a le droit d'être scolarisé en milieu valide. C'est pas si simple que ça. La réalité des chiffres, en fait. C'est qu'aujourd'hui, sur les enfants en situation de handicap, combien sont scolarisés, combien sont scolarisés chez eux ? Est-ce qu'on sait ça ? Oui, il y a des chiffres. Il y a eu beaucoup de progrès depuis 2005, ça c'est évident. Après, les choses évoluent aussi en fonction de l'âge de l'enfant, de la maladie. Il y a des moments où être en milieu valide, c'est plus possible. Quand l'enfant est jeune, que son emploi du temps scolaire permet d'intégrer dedans les rééducations dont il a besoin, pour la famille aussi, c'est encore possible de jongler avec tout ça. Ça peut s'organiser en milieu valide. Il faut aussi que les classes soient pas trop surchargées pour que le professeur puisse être disponible pour ce jeune qui a besoin d'adaptation. Il faut aussi qu'il y ait une AVS ou AESH qui soit recrutée. Il faut beaucoup de conditions pour que ça se passe bien. Et puis, le jeune peut avoir aussi, lui, envie de ne plus avoir cette AVS qui peut être parfois un mur entre lui et les autres. Et donc, il faut qu'il y ait des structures qui soient différentes pour pouvoir proposer autre chose. La palette du handicap est large et la palette des structures doit être large aussi. Des structures comme la vôtre, aujourd'hui, il y en a combien en France ? Elle est unique en France. Donc voilà, unique. Il y a une structure qui était très similaire, qui existait à Marseille, mais qui a fermé. Et il y a une structure qui lui ressemble à Villeurbanne, mais qui est pour des élèves qui ont des déficiences visuelles. Donc on est vraiment unique, puisqu'à la fois on accueille des jeunes du CP au BTS, donc des âges très variés, et on a aussi un internat. Donc on peut les garder pour toute la semaine, puisque certains de mes patients habitent très loin. Il y en a qui se lèvent à 4h du matin le lundi matin pour rejoindre l'école en taxi ou en ambulance. Et il y en a qui, pareil, mettent 3 heures le vendredi soir pour repartir. Est-ce que fréquenter un établissement comme le vôtre, c'est faire le deuil du monde des valides ? Oui, d'ailleurs, c'est difficile de rentrer. Il y a des jeunes qui viennent une première fois. S'ils viennent visiter, c'est qu'ils ont l'agrément pour venir. On ne les fait jamais venir si on sait que leur handicap ne correspond pas à ce qu'on pourra faire pour eux. Donc, ils viennent visiter, ils viennent voir si ça leur correspond, eux, personnellement, non plus de façon administrative. Et parfois, assez régulièrement, en septembre, ils ne viennent pas. Évidemment, ils nous ont prévenus, mais parce qu'en fait, c'était trop difficile pour eux. Ça leur renvoyait aussi probablement trop leurs difficultés, puisque tous les autres qui étaient là leur ressemblaient d'une certaine façon. Et ils attendaient 1 année ou 2 ans avant d'être prêts, au moins psychologiquement. Donc vous avez répondu à une annonce, c'est ce qu'on racontait tout à l'heure, ce que vous racontez dans votre livre, une annonce que vous avez vue un soir de garde. Vous vous êtes renseigné, vous avez appris que finalement vous avez remplacé quelqu'un qui faisait tout à fait l'affaire, mais qui était parti en cours de période d'essai, ce qui nous amène à parler des difficultés à recruter dans des secteurs comme les vôtres. Le secteur médico-social, effectivement, est en crise. Notre établissement, jusqu'à présent, était assez préservé parce que je pense qu'on avait un projet autour de ces jeunes qui faisait que les gens restaient. Les jeunes nous portent aussi dans notre métier. Mais on est confronté à la même réalité qu'il y a partout en France au niveau médico-social, avec la difficulté de recruter des infirmières, des aides-soignantes. Le Ségur de la santé, il y a eu 2 phases. La première phase a permis d'augmenter un petit peu les salaires dans le médico-social et le sanitaire, donc le secteur hospitalier aussi. Et puis après, il y a eu le Ségur 2, là, qui a augmenté les salaires uniquement dans le secteur sanitaire et hospitalier. Donc il y a un décalage maintenant net, qui était déjà important, mais qui est maintenant encore plus important,
entre le secteur médico-social et le secteur hospitalier, et qui fait qu'effectivement, une infirmière, elle va préférer aller travailler pour des questions de salaire, des raisons de salaire en milieu hospitalier. D'accord. Mais déjà, les hôpitaux ont du mal à recruter, donc là, on va avoir encore plus de mal. On a le plus de mal. D'accord. Mais c'est vraiment pour des questions d'argent aujourd'hui qu'il y a du mal à recruter, ou c'est des crises de vocation ? Je pense, nous, on n'est pas tellement concernés par la crise de vocation, parce que je vous dis, les gens qui sont là, ils restent, ils sont portés par les jeunes. Je pense que c'est vraiment une question de salaire, de conditions de travail. C'est des métiers difficiles avec des horaires décalés aussi. Sauf que celle que vous avez remplacée, elle ne pouvait pas. Je n'ai jamais su pourquoi le médecin que j'ai remplacé était parti. Est-ce qu'après c'était trop dur psychologiquement, parce qu'effectivement il faut en parler même. De ça aussi. C'est difficile d'être confronté à la souffrance tous les jours. Après, on fait partie d'une équipe, donc on se soutient les uns les autres. Mais c'est difficile. Même si ce que j'ai dit dans mon livre, j'ai ma blouse blanche qui me protège. Elle est usée comment, votre blouse blanche ? C'est une armure qui, là, je trouve, au fil des années, devient très lourde. Parce qu'elle est lourde de toutes ces vies qui pèsent une tonne. Et effectivement, le soir, j'ai besoin d'enlever ma blouse, j'ai besoin de ce geste, de la raccrocher au porte-manteau. J'aime beaucoup cette image, d'ailleurs. C'est pas pour me blinder, si vous voulez, mais c'est pas pour me protéger non plus, mais j'en ai besoin de cette distance. Et c'est pas par égoïsme. Comment vous rechargez vos accus ? J'aime beaucoup lire, donc ça c'est une grande source pour moi d'évasion. Après, j'ai ma famille, j'ai 4 enfants, donc je suis bien occupée. Ouais. Voilà. Ils vous posent des questions sur votre quotidien, vos enfants, sur qui c'est que tu as soigné aujourd'hui, maman. Ils vous posent des questions sur, justement... Alors, en fonction de leur âge, mais la petite dernière, oui, elle m'a beaucoup posé de questions. Elle avait envie de savoir ce que j'avais fait, tout comme moi, je lui demandais ce qu'elle avait fait dans la journée. Après, elle me demandait ce que j'avais fait, donc qui j'avais soigné, qu'est-ce qu'il avait. Et je restais assez évasive parce que je ne voulais pas non plus lui montrer toute la souffrance qui peut exister. Elle le découvrira au fil des années. Comment vous définissez la relation qui vous unit avec vos patients ? Alors moi, je n'ai pas l'aura du médecin hospitalier C'est-à-dire ? qui est... si, le médecin hospitalier, c'est celui qu'on voit une fois par an ou tous les 6 mois. Donc il y a un certain recul qui pourra vous dire... que vous avez bien grandi, que les choses évoluent bien. Il peut y avoir aussi toute la crainte du médecin hospitalier quand il y a des choses difficiles. Mais moi, je suis plus le médecin du quotidien. Après, j'ai aussi des choses difficiles à devoir gérer, des vétos, parce que je suis beaucoup dans le quotidien, dans les autorisations à faire telle ou telle sortie. Quand on parle de sorties, c'est les sorties scolaires souvent. Oui, les sorties scolaires, c'est aussi la relation avec les professeurs. Après, effectivement, j'ai aussi à gérer des annonces. Mais moi, je suis plus le médecin du quotidien et le médecin qui suit le jeune sur plusieurs années aussi. J'ai cette chance-là. Parce que quand on parle du handicap, on a toujours tendance à parler de pathologie avec des noms. Mais vous parlez dans votre livre des réalités qui se cachent derrière ces pathologies. Non, finalement. Oui, on est beaucoup dans les capacités. Non, vous avez fait la grimace. Pourquoi ? C'est pas ça ? On est beaucoup dans l'accompagnement pour que la vie se passe le mieux possible. Moi, je leur dis, je suis là pour vous rendre service. À la fois, il y a aussi toutes les contraintes administratives, tous les certificats à faire. Parce qu'il y a une lourdeur administrative pour avoir le renouvellement des aides, des cartes de stationnement, le financement pour le véhicule adapté, etc. Donc, il y a beaucoup de papiers administratifs. Donc là, plutôt que de demander à leur médecin traitant qui ne connaissent pas bien ou le médecin hospitalier qui le voit que de façon ponctuelle, moi, je vais pouvoir les aider là. Je vais pouvoir les aider dans tous les bobos qu'ils auront. La moindre fièvre, le moindre encombrement pulmonaire, la moindre plaie, toutes ces petites choses qui fait que avoir un médecin sur place, ça simplifie la vie. Et dès qu'ils ont un rhume, ce sont des jeunes qui sont très fragiles. Il faut tout de suite aussi savoir réagir et pas que ça prenne des proportions qui deviendront très compliquées ensuite. Ça, c'est votre quotidien. Ça, c'est mon quotidien et c'est mon lien aussi, ma relation avec les rééducateurs, puisqu'il y a beaucoup de rééducateurs. Il y a des kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, évidemment les infirmières, psychologues, une diététicienne, un dentiste. Donc, je fais aussi le lien avec tous ces professionnels-là et aussi avec les professeurs. Avec les années, dites-vous, j'ai appris les mots.
pour m'exprimer, pour parler avec les patients. Qu'est-ce que vous avez appris comme mot, par exemple? Au départ, vous n'aviez pas le vocabulaire, vous n'aviez pas Au départ, j'avais du mal à parler manuel. Ils m'ont appris, mes patients, j'avais du mal à parler de l'autonomie. C'est difficile de parler d'autonomie quand on a un jeune qui bouge rien. Je me souviens d'une mère qui m'avait dit, mais enfin, qu'est-ce que vous me racontez? Comment voulez-vous que mon fils soit autonome? Donc voilà, j'ai appris à expliquer les mots que j'utilisais, en fait. Comme quoi, par exemple? Celui de l'autonomie, par exemple. Enfin, autonome, oui. Ah si, parce qu'on en parle tout le temps. On ne se rend pas compte, mais finalement, on en parle tout le temps. Tout le temps. Puisque c'est ça qu'on cherche pour eux au maximum. Leur autonomie, leur confort. Puisque le handicap, on ne pourra pas le guérir. Donc on est vraiment dans ce souci-là. Après, on leur parle le plus naturellement possible. Ce sont des jeunes comme les autres, donc avec les mêmes enjeux. C'est comme ça que vous avez appris le vocabulaire? Parce que vous avez eu des difficultés au départ à utiliser les bons mots. Oui, je connaissais pas le handicap, donc j'ai appris avec mes autres collègues, je l'ai appris avec les jeunes et avec les autres professionnels. Et votre regard, en quoi il a évolué? Je pense que mon regard, je le vois même plus, les fauteuils. Je vois le jeune, je vois sa personnalité, mais je vois plus. Alors évidemment, je sais s'il se déplace en fauteuil électrique, s'il se déplace en fauteuil roulant, ou s'il a des béquilles ou un déambulateur. Mais c'est pas ça que je retiens du jeune. C'est sa personnalité. Vous arrivez à discuter avec eux et de savoir comment ils perçoivent le regard que les autres portent sur eux? Alors ça, il l'exprime plus souvent, par exemple, en salle de kiné. Parce que les salles de kiné sont très ouvertes, les jeunes se voient les uns les autres en rééducation et ils savent très bien entre eux qui a telle pathologie. Et donc ils sont plutôt là à l'affût de regarder comment évolue un tel, est-ce que moi aussi je vais devenir comme ça? C'est assez humain. Mais on leur dit bien que chaque histoire est différente, c'est pas parce qu'on a la même maladie qu'on évoluera de la même façon. Mais ça, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer, pour eux surtout, mais aussi pour nous, parce qu'il ne faut pas qu'ils partent là-dessus, il faut qu'ils vivent eux, qu'ils ne vivent pas à travers les autres. Comment est-ce que vous prenez en compte le poids de l'histoire de chacun d'entre eux? Alors la consultation d'émission, c'est une consultation qui est très importante. Donc la consultation de celle qui avant d'entrer dans l'établissement. Oui, en tout cas, alors généralement on essaie de la faire en juin pour que du coup ils nous connaissent avant l'été, qu'il n'y ait pas ces 2 mois de vacances où ils se disent où est-ce que je vais atterrir, et qui peut nourrir des angoisses, ou alors sinon tout début septembre. Et cette consultation, elle est très importante pour moi, je la travaille toujours beaucoup, parce que je pèse mes mots, je ne veux pas leur faire répéter des choses qui sont douloureuses, ou en tout cas je veux y aller avec le plus de précaution. Donc j'aime bien préparer mon dossier avant, pour bien m'imprégner de leur histoire. Et puis après, chaque situation est différente. Il y en a qui viennent avec leurs frères et sœurs, il y en a qui viennent qu'avec leur maman ou qu'avec leur papa. Donc là aussi, on s'adapte. Quand une maman n'est pas là, que c'est le papa qui accompagne, on s'imagine que c'est difficile pour la maman. Donc on ne va pas trop partir sur le questionnement du quotidien avec la maman. On va plutôt, évidemment, faire avec le papa. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. On le voit dans le regard de l'enfant aussi, si lui, il a très envie de venir, ou au contraire, si c'est difficile. Tout ça, on le sent assez vite. Et ce qui permet, du coup, par exemple, plus partir sur l'autonomie, ou au contraire, on ira plus la fois d'après. C'est comme ça, chaque consultation est différente. Mais à la fois, c'est sympa, ces consultations d'admission, parce que c'est une nouvelle histoire qu'on découvre. Et Armelle Brière-Savard est notre invité aujourd'hui. Vous êtes médecin dans un établissement scolaire unique en France, un établissement inclusif qui réunit les enfants valides et les enfants en situation de handicap. Donc, il y a combien d'enfants valides? Il y a 400 jeunes au total, 250 sont en situation de handicap moteur et 150 sont valides. Donc, on est vraiment dans l'inclusion inversée, puisque là, c'est des proportions très inversées par rapport à ce qu'on se connaît d'habitude dans l'inclusion. Voilà, et vous publiez votre quotidien, le quotidien de ces enfants, dans un livre qui s'appelle « Le handicap au fond du cartable » aux éditions du Cerf. Je sais que c'est un livre très sensible, mais vous-même, quand vous en parlez, vous êtes empreinte de beaucoup d'émotions. Écoutez, j'espère que ça soit le plus vivant possible, et surtout, oui, c'est un livre, il y a de l'émotion, parce que la vie dans cette école n'est pas simple tous les jours pour ces jeunes, mais c'est surtout un livre qui est plein d'espérance. Vous dites que l'établissement que vous fréquentez, par exemple, c'est un tremplin vers le monde valide.
Oui, alors ils arrivent, ils passent quelques années ici au moment de la croissance et de l'adolescence, donc des années qui ne sont pas faciles pour les jeunes pour se construire. Et on fait en sorte qu'effectivement, ça soit un tremplin pour après repartir en milieu valide et être adulte en milieu valide, puisque de toute façon, c'est ce dont ils ont envie. Les jeunes que vous côtoyez au quotidien sont à la fois élèves et à la fois patients. Comment est-ce que vous conjuguez les deux ? Alors, dans leur emploi du temps scolaire, s'articule un emploi du temps médical et paramédical, avec donc des séances de rééducation, de kinésithérapie, de l'ergothérapie, de l'orthophonie, psychomotricité, des soins et puis une surveillance médicale. Donc on arrive à imbriquer tout ça dans leur emploi du temps scolaire. Vous êtes entre adaptation médicale et outils pédagogiques spécifiques, spécialement adaptés à ces enfants. Oui, en fait. Puisque tous les postes de travail dans les classes, où la plupart sont équipés d'ordinateurs, de claviers pour que les jeunes puissent taper, ou alors l'utilisation du clavier visuel, parce que certains ne peuvent pas taper. Tous les cours sont numérisés. Il y a aussi la possibilité de faire des dictées vocales, et on a aussi tout un service de bénévoles, de secrétaires qui viennent faire écrire les contrôles des jeunes quand ils ont des évaluations. Avec le temps, est-ce que vous avez l'impression que la recherche, alors on parle beaucoup de génétique aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de situations de handicap sont des histoires familiales. Il y a effectivement des maladies génétiques, donc dans ces cas-là, une origine génétique. Vous relativisez beaucoup ça. Oui, parce que qu'est-ce que je relativise les progrès de la médecine, et les progrès de la génétique. Il y a le temps du patient et le temps du malade qui n'est pas du tout le même. Et le temps médical coule beaucoup plus lentement que le temps du patient. Donc il y a un décalage entre les deux. Alors on a fait des progrès puisque le gène, par exemple, la myopathe du chêne, il a été découvert dans les années 80, donc c'est très récent. Mais quand on dit ça à un jeune, les années 80, pour lui, ça lui paraît très très loin. Donc effectivement, il y a un vrai décalage. Il y a des progrès, mais il y a des progrès probablement pour les prochains handicapés. Pour cela, ça va déjà être plus compliqué. On a déjà fait beaucoup de progrès dans les myopathies, mais pas encore suffisamment pour qu'ils puissent marcher ou ils puissent avoir des maladies qui soient stabilisées. Il y a les progrès avec les exosquelettes. Moi, j'ai quelques jeunes effectivement qui utilisent des exosquelettes pour faire des activités sportives, par exemple, ou alors en kiné pour que ça soit un peu plus ludique. Alors, exosquelette pour tout le monde, c'est du matériel que l'on fixe au corps et qui permet de démultiplier l'action musculaire. Mais c'est difficile quand même d'utilisation parce que souvent c'est très lourd. Voilà. Les candidats à l'élection présidentielle s'emparent du sujet du handicap. Pas beaucoup. La campagne présidentielle, elle est assez bousculée par la guerre en Ukraine. Oui, mais avant, il y avait le Covid aussi. Donc, non, on n'en a pas beaucoup parlé, un petit peu. Mais est-ce qu'on en parle avant ? On n'en a quand même pas beaucoup parlé. On devrait en parler davantage. Il y a un candidat qui en a parlé, mais plus pour semer la polémique qu'autre chose. Il a eu le mérite quand même de mettre le sujet sur le tapis. Après... c'est qui ? Monsieur Zemmour, au mois de février. Après, voilà, il y a eu beaucoup de choses déjà faites avec effectivement cette volonté d'inclusion avec la fameuse loi de 2005. Ça a été un grand progrès, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et notamment proposer des choses plus diverses. Moi, je crois beaucoup. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir d'en haut, qui est celui donc effectivement avec ces lois qui ont été votées, mais il y a aussi le pouvoir d'en bas, le pouvoir du témoignage, des sentiments. Et là, je pense qu'on peut aussi beaucoup. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi. D'ailleurs, c'est la même racine en latin, sentiment et mouvement. Voilà, movere. Donc, j'espère que je vais mettre en mouvement les gens qui liront ce livre. Oui, qu'est-ce que vous souhaitez voir inscrit dans les programmes, par exemple, des candidats ? Revenir un peu sur l'inclusion à tout prix en milieu valide. C'est une réalité qui n'est pas possible. Donc, ça, il faut le reconnaître. C'est une réalité qui n'est pas possible. Quand vous avez des classes de collège avec 33 élèves, c'est pas possible. Quand il y a des AVS qui sont mutualisés, qui doivent passer d'un élève à l'autre, quand vous avez un prof qui n'est pas formé, c'est pas possible. C'est pas adapté. Non, et les familles, c'est trop épuisant aussi. Sur le papier, c'est superbe, mais c'est pas possible. Pas dans la vraie vie. Pas dans la vraie vie. Donc pourquoi il n'y a qu'un seul établissement comme celui-ci en France ? Ça coûte peut-être cher. Ça coûte cher. C'est peut-être ça aussi, la vérité. Oui, mais enfin, ça coûte cher aussi de laisser des jeunes... se noyer en milieu valide et des familles exploser parce que c'est trop difficile.
Effectivement, c'est des sujets qu'on n'aborde pas tous les jours, et en tout cas qu'on n'entend pas dans la campagne électorale. Comment est-ce que vous avez vécu ces 2 années de pandémie ? Alors le Covid au début, nous on était très inquiets, on pensait qu'on allait perdre des jeunes puisque un certain nombre sont insuffisants respiratoires, donc on pensait qu'on allait en perdre. On n'en a perdu aucun. Ils ont eu le Covid, mais ils n'ont pas eu le Covid fort. Il n'y en a que 2 qui ont été hospitalisés sur 250. Donc c'est pas beaucoup, tant mieux. Ils ont été protégés par leur jeune âge. Ils ont eu le Covid, on a beaucoup testé. Et le Covid, finalement, nous a adaptés, puisqu'on a demandé à rouvrir assez vite. Au début, on a envoyé des infirmières, des kinés dans les familles, puisque l'école était fermée, mais le centre de soins était ouvert. Donc, on a pu envoyer... Mais en fait, nous-mêmes, on était un cluster, donc on est allé arrêter de les contaminer. Et puis après, on s'est adapté. On a demandé à rouvrir plus vite que les autres établissements, ce qui a été autorisé. On a aussi fait des visios et puis surtout on a essayé de les garder au maximum. On a organisé des vaccinations sur place. Voilà, on a appris à s'adapter. Mais comme en médecine, on doit le faire devant toute nouvelle pathologie. Et puis on a appris que finalement, on peut faire des similitudes entre le handicap et le Covid. La pandémie nous est tombée dessus un peu comme le handicap peut vous tomber dessus. Il n'y a pas de traitement spécifique dans le Covid, dans le handicap non plus. Et isoler, comme on l'a fait avec le Covid, isoler les résidents dans les EHPAD, par exemple, on s'est rendu compte que ce n'était pas la solution. Isoler les personnes en situation de handicap, ce n'est pas la solution non plus. C'était quoi la bonne solution ? Pour les EHPAD ? Non. Non. Ça, je ne sais pas, c'est pas à moi de prendre les résultats. Non, mais c'est ça, après les gens apprennent au moment où les crises arrivent. Peut-être que si c'était à refaire... Oui, après, il faut se méfier aussi. Il y a quand même une judiciarisation de la société. Donc, voilà, toute décision, de toute façon, c'est difficile, toujours les décisions. Mais il y a quand même ce problème aussi de la judiciarisation de la société. Vous dites que la relation entre personnes valides et personnes en situation de handicap, c'est quelque chose qu'on apprend. Comment cela s'apprend-il ? Alors, il faudrait le demander aux jeunes valides qui sont dans l'établissement, mais j'ai l'impression que ça se fait de façon assez naturelle. Quand on fait des choses ensemble, on apprend à connaître les gens, et dans ces cas-là, ça se fait de façon tout à fait naturelle. Je crois qu'il faut vivre ensemble, faire des choses ensemble, en fait. Pour apprendre à vivre, c'est faire des choses ensemble. C'est ça, finalement, on en revient à la mixité. Bien sûr. Pourquoi est-ce que vous aimez le mot « apprivoiser » ? Apprivoiser, ça renvoie à l'image du Petit Prince. Il y a quelque chose effectivement de difficile, qui demande du temps, qui demande que chacun aille l'un vers l'autre. Donc effectivement, je trouvais qu'il y avait une similitude entre la façon dont on doit aborder le handicap. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de dire à vos patients que vous avez besoin d'avoir confiance en eux ? C'est primordial. Dans la vie, on ne peut pas avancer sans la confiance. C'est pas à eux d'avoir confiance en vous, plutôt ? Moi, j'ai besoin d'avoir confiance en eux aussi, parce que les jeunes, il y a des moments où ils ne vont pas vous dire tout à fait la vérité, que je respecte. Sur quel sujet, par exemple ? Sur la prise de leur traitement, ou sur est-ce que ton traitement, ou sur la mise des attelles, parce qu'ils ont des appareillages qu'il faut mettre la nuit, qui sont contraignants. J'ai juste besoin qu'ils me disent ce qu'il en est. Je ne juge absolument pas. Et je comprends, ça fait partie de leur liberté de prendre ou ne pas prendre le traitement. Mais simplement, dans les décisions, j'ai besoin de savoir ce qu'ils font avec le traitement qui est prescrit. Pourquoi ça contourne beaucoup les lois ? Les adolescents, c'est un peu l'âge où on joue avec les limites. Donc là aussi, en fauteuil, on n'a pas de limite avec l'adolescence. Vous dites qu'en France, le monde du handicap évolue sur une route parallèle à celui des valides. Pourquoi on n'arrive pas finalement à ce que les routes se croisent ? Mon établissement, c'est ce que je disais au début, il est vraiment derrière une haie conifère. Donc, même si nous, on essaie de faire de l'inclusion inversée, géographiquement, on est quand même très écarté du monde extérieur. Je pense qu'on n'a pas pris l'habitude. Les Américains, ils sont beaucoup plus dans la mixité. Nous, on n'a pas encore pris l'habitude. Se déplacer pour les personnes handicapées, ça reste compliqué. Dans les grandes villes, encore à Paris, les bus sont plus ou moins adaptés, mais les ascenseurs sont quand même souvent en panne pour prendre le métro, des choses comme ça. Non, on n'arrive pas encore assez à les faire venir dans la ville, à vivre avec nous. Mais l'inclusivité inversée, ça reste de l'inclusivité. Oui, c'est une belle inclusivité, mais qui n'est pas très naturelle quand même.
Parce que je retiens de votre livre, ça fait combien de temps que vous travaillez dans cet établissement ? Un peu plus de 15 ans. Ouais. C'est que finalement, avec le temps, on ne se fait pas, on se fait pas à la souffrance. Non, la souffrance elle reste intolérable. On a tous envie de crier notre colère. Et donc, c'est réussir à transformer la question. Pourquoi la souffrance ? Là, il n'y a pas de réponse à comment la souffrance. Mais ça, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que finalement, même si on est blindé, qu'on a tout vu, non. Non, un enfant qui souffre, et même quel que soit l'âge, non. Après, on a des moyens d'accompagner la souffrance. C'est surtout ça qu'il faut voir comme message peut-être de conclusion, c'est ça le message. Voilà, on peut accompagner la souffrance. C'est surtout ça. Pour qui vous avez écrit ce livre ? J'ai écrit d'abord pour rendre hommage à mes patients et leurs familles. Donc vraiment pour eux. C'est pour eux ? Pour eux, oui, en premier. Il y a pas mal de familles qui écrivent ou de personnes en situation de handicap qui écrivent, mais il n'y a pas souvent de médecins. Donc ça pouvait être intéressant qu'il y ait ce regard-là, à la fois pour eux, pour le monde médical aussi, pour tous les soignants. C'était un autre point de vue, mais c'est avant tout pour eux. Oui. On a rendu hommage aux soignants pendant cette crise du Covid, et puis c'est passé. C'est passé, et la crise, elle est maintenant plutôt dans le recrutement des soignants. Et là, ça serait bien de continuer à les applaudir, de continuer à applaudir ceux qui sont encore là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent ce matin et qui aimeraient s'engager dans votre voie ? Je dis, allez-y, on a tellement de satisfaction par ailleurs. Ça donne vraiment un sens à sa vie. Moi, je sais pourquoi je me lève tous les matins, ça c'est évident. Même s'il y a des moments qui sont durs, mais on fait partie d'une équipe, on n'est jamais seul dans ces cas-là. C'est quoi le sens de votre vie ? J'en ai plusieurs, mais le sens de ma vie professionnelle, oui, c'est d'accompagner ces jeunes dans leur avenir et leur dire que leur avenir est possible. Armelle Brière-Savard, je rappelle le titre de votre livre. Un mot sur celui qui l'a préfacé. Oui, Philippe Ozzo di Borgo. C'est une belle histoire. En fait, régulièrement, il y a des films qui sont présentés dans l'établissement. Pour les jeunes, il y a une section cinéma. Et un jour, il y avait donc les réalisateurs du film Intouchable qui est venu présenter leur film et discuter avec les jeunes. Et les jeunes ont demandé notamment pourquoi il n'y avait pas pris des acteurs en situation de handicap pour jouer le film. C'est une bonne question, ça. Bonne question, tout à fait intéressante. Ouais. Et on leur a répondu que finalement, ce qui intéressait, c'était le travail d'acteur. C'était pas de faire un documentaire, mais c'était une fiction. Et moi, à ce moment-là, j'avais lu le livre de Philippe Ozzo di Borgo, et à la fin de son livre, il y avait un mail, donc je lui avais raconté ça. Surtout que Philippe Cluzet était venu apprendre les postures des tétraplégiques dans l'établissement. Donc ça avait vraiment un sens. François, pardon. Je me suis trompée. C'est moi, Philippe. Pardon. Donc, il était venu chez vous. Ouais. Voilà. Donc, du coup, vraiment, ça avait vraiment un sens d'écrire à Philippe Ozzo di Borgo, qui m'a tout de suite répondu. Et puis, donc, chaque année, il m'envoyait sa carte de vœux électronique. Du coup, j'avais son adresse mail. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec lui pour lui demander s'il n'avait pas la gentillesse de me dédicacer, ce qu'il a fait très gentiment. Et c'est lui qui donc préface votre livre. Votre livre s'appelle Le handicap au fond du cartable aux éditions du Cerf. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et vous réécouterez l'émission d'ailleurs en podcast. Vous pourrez la faire réécouter à Madame Lachaise. À Mme Lachaise. Mais maintenant, elle ne s'appelle pas Mme Lachaise. Donc, et vous reverrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée santé.